Bienvenue à cette édition du 17 octobre de votre bulletin de nouvelles locales. Premièrement, la ville de Dolbeau-Mistassini soulignera l'Halloween de façon différente cette année. Afin d'éviter les rassemblements, plusieurs concours virtuels auront lieu. Voici les explications des porte-paroles de l'événement, Monsieur et Madame Frankenstein. Le village sont arrivés avec du feu, puis là, ils voulaient me chasser, mais... Joyeux Halloween! Cet automne, la ville de Dolbeau-Mistassini soulignera l'Halloween de façon différente. Et oui, comme la santé publique nous le conseille, il faut éviter les rassemblements. C'est pourquoi l'Halloween sera présenté de façon virtuelle. Pour participer, c'est simple. Il suffit de publier une photo ou une vidéo suivie du hashtag HalloweenDM 2020. Et il faudra le faire à partir du 30 octobre au 1er novembre inclusivement. Il y a plein de façons de souligner l'Halloween, comme par exemple, tu peux te fabriquer un costume et faire une parade de mode. Et ou décorer ta maison de façon originale. Et si tu te sens très inspiré, tu peux même faire une pièce de théâtre. Être ou ne pas être? Telle est la question. Et à partir du 2 novembre, un groupe secret sera sélectionné pour vous juger. Ils vous jugeront sur les plus beaux costumes, l'idée la plus originale ou les plus belles décorations. Plusieurs bourses sous forme de bons d'achat entre 100 et 500 $ seront données aux grands gagnants et leurs identités seront dévoilées lors d'un grand gala sur Facebook. Mais aussi, plusieurs prix seront tirés parmi toutes les personnes ou familles qui auront participé au concours. Alors, participez en grand nombre et continuez de faire vivre cette belle fête qu'est l'Halloween! Lors du plus récent conseil de ville de Dolbeau-Mistassini, une collaboration avec d'autres municipalités en ce qui a trait au sauvetage sur le lac Saint-Jean a été annoncée. Il est entre autres question de l'acquisition d'une embarcation de sauvetage de 21 pieds. C'est une loi qui vise à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et l'entrée en vigueur du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant ces du chien, considérant l'importance des obligations confiées aux municipalités du Québec dans le cadre de la loi et du règlement d'application. Donc, c'est quand même une nouvelle obligation qui nous est transférée. Considérant le nombre très restreint de vétérinaires au Québec qui acceptent d'évaluer les chiens dans le cadre de la loi et son règlement d'application. Considérant que les municipalités doivent disposer de ressources accessibles, plus particulièrement dans le cadre de l'évaluation des chiens. On va être rendu assez experts. Considérant que certains experts, dont les éducateurs canins et les maîtres chiens, disposent d'une expertise réelle afin d'évaluer les chiens dangereux. Considérant que les nouvelles règles empêchent de faire appel à des experts autres que les vétérinaires afin d'évaluer la dangerosité des chiens. Donc, il est proposé que le Conseil demande à la ministre de la Sécurité publique, Madame Geneviève Guilbeault, d'amender le règlement d'application de la loi qui vise à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens afin de reconnaître les autres expertises que celles des vétérinaires afin d'évaluer la dangerosité des chiens, les chiens dangereux, dans le cadre de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et son règlement d'application, et que la présente résolution soit transmise à la FQM, à l'UMQ et à Mme Nancy Guillemette, députée de Roberval. C'est proposé. La région a fait bonne figure dans le gala Force à venir diffusé sur le web le 8 octobre dernier. Animé par Stéphane Bureau, le gala mettait en vedette des étudiants et du personnel engagé, impliqué et déterminé. Bruno Potvin, enseignant à la polyvalente Jean Dolbeau et l'école Le Tournant, a remporté le titre du grand lauréat régional dans la catégorie personnel engagé.
Celui qui enseigne à des élèves susceptibles de décrocher fait toute la différence dans leur parcours scolaire en leur partageant son amour pour la découverte. Bruno Potvin brise l'image de l'enseignement conventionnel avec des méthodes qui lui permettent de tisser des liens avec ses élèves tout en stimulant leur apprentissage. La méthode proposée par Bruno porte fruit. Les jeunes qui s'absentaient de 3 à 4 fois par semaine de l'école s'y rendent dorénavant presque tous les jours. Il a reçu pour sa nomination une médaille et un diplôme d'or ainsi qu'une bourse de 1 000 $. Dans la catégorie élèves engagés, c'est Eva Lalancette de la polyvalente Jean Dolbeau qui a été nommée. Elle est reconnue pour son engagement et ses valeurs humanitaires. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'elle a réalisé une vidéo de sensibilisation lors d'une collecte de déchets qu'elle a organisée. Partagée plus de 340 fois sur Internet et atteignant plus de 21 000 personnes, cette vidéo a permis à la jeune fille de s'associer à la Société de gestion environnementale et au Carrefour Jeunesse Emploi des Bleuets. Grâce à ses engagements, Eva a remporté une nomination de lauréate régionale. Ce prix s'accompagne d'une médaille et d'un diplôme d'argent ainsi que d'une bourse de 500 $. Par la même occasion, elle a aussi reçu une bourse d'études universitaires d'une valeur de 10 000 $ offerte par l'Université du Québec à Chicoutimi pour souligner son engagement. Le projet Marché vert de l'École alternative Le Tournant a aussi été souligné lors du gala. Ce projet où les élèves créent, réalisent, mettent en marché et vendent leurs produits fabriqués avec des matériaux recyclés a été concluant. 2 000 $ de produits ont été vendus, 660 internautes se sont inscrits sur la page Facebook du marché et 200 visiteurs s'y sont déplacés. Grâce à ses effets positifs sur les membres du projet, le Marché vert a remporté une nomination de lauréat régional. Ce prix s'accompagne d'une médaille et d'un diplôme d'argent ainsi que d'une bourse de 500 $. Le sport, c'est une grande partie de ma vie. Puis il n'y a rien comme de le pratiquer entre amis pour essayer de se dépasser. Mais en ce moment, il faut continuer de faire attention pour nous, pour nos amis puis pour notre famille. C'est pour ça que quand on s'entraîne ou quand on veut juste chiller, il faut suivre les mesures en place. Il faut éviter les rassemblements, limiter la taille des groupes puis se tenir à 2 mètres. Je le sais que c'est pas facile, mais on est capable. Parce que plus on va se protéger, plus vite on va passer à travers. Être sur scène, pour moi, c'est la meilleure manière de pouvoir partager avec mon public. Mais aujourd'hui, c'est surtout le temps de se mettre à l'unisson et de respecter les mesures en place. Donc, éviter les rassemblements entre amis ou en famille et se tenir à 2 mètres de distance. En faisant attention, tout le monde ensemble, on va être capable, j'en suis persuadée. Et le plus on se protégera, le plus rapidement on va pouvoir faire salle comble ici. J'étais chez une amie, on jasait dans le cadrage de porte. Rien de plus banal que ça. Mais 3 jours plus tard, grosse fièvre, fatigue, la difficulté à respirer, jusqu'à peu être capable de respirer. Avant, j'étais entrepreneur général. Aujourd'hui, j'ai une trachéo, puis je peux même plus travailler. Croyez-moi, la COVID-19, c'est sérieux.
Au début, je me suis dit que ça pouvait pas être ça, que c'était juste mes allergies. Je toussais un petit peu, mais j'avais pas de fièvre, sauf que même si je m'entraîne, j'étais épuisée juste à monter les marches. À partir de ce moment-là, j'étais toujours fatiguée, je commençais à avoir les lèvres bleues puis à manquer d'air. Le jour de ma fête, j'ai pas eu le choix, j'ai dû appeler l'ambulance. Croyez-moi, la COVID-19, c'est sérieux. La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur l'immigration dans la région. Je me suis entretenue à ce sujet avec Mme Josée Bouchard, directrice générale de Portes ouvertes sur le lac. Donc, bonjour. Bonjour. J'ai avec moi Josée Bouchard, qui est la directrice de Portes ouvertes sur le lac. Tout d'abord, Portes ouvertes sur le lac, si je ne sais pas c'est quoi, là, c'est quoi Portes ouvertes sur le lac? Alors, Portes ouvertes sur le lac, c'est une organisation qui donne des services aux personnes immigrantes, mais pas seulement aux personnes immigrantes, parce qu'on abrite aussi le programme Place aux jeunes en région. Et puis, on a la stratégie de main-d'œuvre aussi, Ose le pays des Bleuets, là, qui est mêlée à tout ça. Donc, mais il reste qu'essentiellement, notre mission, c'est de pouvoir accueillir, c'est de recruter aussi, puis c'est surtout de aussi accompagner toutes ces personnes-là qui arrivent chez nous dans leur installation, leur intégration, puis avec l'objectif ultime que ces personnes-là demeurent longtemps ici, qu'elles s'établissent durablement ici. Alors voilà, c'est ça. Et vous êtes centré autour du lac. C'est exclusif, exclusif au lac Saint-Jean. Oui, c'est ça. Ça a été fondé en 2003. Donc, voilà. Il y a d'autres services qui sont déployés aussi au Saguenay, mais je vais vous dire que Portes ouvertes sur le lac a une certaine notoriété, je dirais même à l'échelle provinciale. C'est une organisation qui a gagné des prix aussi, d'ordre gouvernemental et tout ça, parce que on offre toute la panoplie de services qui gravitent autour de l'installation, de l'intégration ici de l'établissement des personnes, autant migrantes qu'immigrantes. Et ça existe depuis plusieurs années, quand même. Oui, c'est ça. Donc, comme je disais, depuis 2003. Et les services, je dirais, ils se sont... ils ont beaucoup progressé parce que c'est lié aussi au financement que nous accorde le ministère de l'Immigration, Service Québec et les MRC aussi qui contribuent, qui nous appuient là-dedans. Donc, par exemple, il y a jusqu'à, l'année passée, toute la question des personnes immigrantes, bien, et là, le financement était seulement pour les résidents permanents, alors que maintenant, tout a été ouvert avec le besoin de main-d'œuvre aussi qu'on a et tout ça, l'enjeu démographique qu'on a, le gouvernement a décidé de nous appuyer aussi dans tout le recrutement, toute l'aide, tout l'accompagnement qu'on fait, mais auprès de toute personne qui, par exemple, ont un permis temporaire, les étudiants internationaux. Alors, vraiment, nous autres, l'éventail s'est beaucoup élargi là, en termes de dispensation de services. Et j'imagine que depuis toutes ces années d'existence, c'est la première fois qu'on vit une situation comme 2020, avec la pandémie de COVID-19, oui. qui a bouleversé les habitudes de tout le monde. Mais pour un organisme, pour le vôtre, ça représente quoi, la pandémie de COVID-19? Bon, alors, d'abord, évidemment que le premier impact que ça a eu, c'est évidemment dans la dispensation, la façon dont on a commencé à dispenser nos services, parce que, évidemment, qu'on doit respecter aussi toutes les mesures de la santé publique, les mesures donc de distanciation et tout ça. Mais il reste que, au-delà aussi de ça, de cet ajustement-là, il reste que notre clientèle, pour certains, se sont retrouvés dès le départ avec des gros questionnements. Quand vous êtes, par exemple, un soudeur qui est arrivé du Mexique, qui a un contrat, un permis de travail fermé pour 1 an, 2 ans, 3 ans, avec son employeur, puis que son employeur, à cause de la pandémie, est obligé de mettre donc ses employés au chômage, bien là, la question s'est posée, est-ce que ces gens-là, par exemple, ont droit à l'assurance-emploi?
Est-ce qu'ils avaient assurément besoin d'une aide d'urgence, la PCU? Alors, qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? Alors, je veux dire qu'on s'est tout de suite relevé les manches. On est allé aux informations. Ce qu'on a découvert, c'est qu'effectivement, ces gens-là pouvaient avoir de l'assurance-emploi, mais il y avait des délais à respecter. Pour d'autres, c'était la PCU. Donc, vous savez, quand, par exemple, vous ne parlez pas encore toute la langue française, vous êtes du Guatemala, vous êtes du Mexique, vous parlez l'espagnol, bien là, c'est nos agents. Ils ont été une aide précieuse. Ils ont été des anges aussi pour ces personnes-là. Donc, dans l'aide à remplir les formulaires, à téléphoner à Service Canada, Service Québec, Immigration Canada. Il y en a, c'était pour les renouvellements de permis. Les employeurs aussi avec qui on travaille, bien, étaient inquiets aussi par rapport à ça. Donc, nous autres, on a un agent de liaison aux entreprises aussi qui a été en appui aux employeurs. Donc, ça, c'est juste une partie. Pour ceux aussi qui sont arrivés, parce que, évidemment, on ne se le cachera pas, avec la fermeture des frontières, bien, ça a ralenti l'arrivée de personnes immigrantes, de gens aussi qu'on avait recrutés dans le cadre de nos missions internationales avec des employeurs en Tunisie, en France, au Maroc. Et puis, donc, pour certains, parce que les emplois qu'ils offraient étaient jugés essentiels. Je vous donne l'exemple préposé aux bénéficiaires, tout le monde va le comprendre. Bien, ces dossiers-là ont été accélérés, ont été priorisés par Immigration Canada, avec certaines pressions, on va le dire, et des employeurs, et on a fait appel aussi au député fédéral pour nous aider là-dedans. Mais ces gens-là aussi qui, finalement, ont commencé à arriver, bien, il a fallu qu'ils se mettent en quarantaine. Donc, pas capable de commencer à travailler tout de suite, mais il y avait tout un appui qu'on a donné aux employeurs encore là-dedans par rapport à leur vie quotidienne pendant qu'ils étaient enfermés au mois de juillet dans une chambre d'hôtel ou de motel. Là. Je vais vous dire que c'était spécial. Donc, on a été là en appui, je dirais, psychologique, dans le sens où parler avec ces personnes-là, aller leur faire de l'épicerie pour eux, leur apporter des revues pour lire, les distraire, leur parler de la région et tout ça. Donc, ça vous donne une idée. Maintenant, pour ce qui est des services aussi qu'on donne de proximité, il y a des gens qui ont besoin d'aller ouvrir leur compte de banque quand ils arrivent. Et ils ont besoin d'avoir la carte d'assurance maladie. En fait, pensez à toute votre vie quotidienne là, qui tourne autour de choses comme ça. Là. Bien, nous, en fait, nos agents, ils sont là pour les accompagner. Rendez-vous médical, la même chose. Donc, là, c'est toutes les mesures de distanciation là, qui ont été appliquées. Est-ce que c'est avec risque ou sans risque? C'est toujours avec un certain petit risque, mais qu'on évalue, nous autres, semaine après semaine, même jour après jour, lorsque c'est essentiel, parce qu'il y a déjà là, de nos agents qui sont allés passer des tests COVID là, parce qu'ils ont été en contact avec des personnes qui avaient été en contact avec des gens qui étaient testés positifs et tout ça. Donc, on suit ça de près. L'important, c'est que tout le monde soit en sécurité. Oui, puis on l'a suivi un peu dans les médias. Ça a ressorti beaucoup des travailleurs qui venaient d'ailleurs et qui finalement avaient la COVID-19. Oui. Ça a fait tellement jaser. Oui. Est-ce que vous pensez que ça a pu même refroidir certains employeurs? Oui, parce que ça, on l'a entendu. Il y en avait un, entre autres, là, dont je me souviens justement sur le territoire de la MRC Marais-Chapdelaine, qui a dit moi, je pense que, en fait, avec le patron, on a regardé ça, puis on va reporter de quelques mois l'arrivée de nos personnes parce qu'il y a trop de risques. Le problème, c'est que les gens ne sont pas testés avant de quitter, puis se sont retrouvés dans des avions, en fait, des vols nolisés, où certains ont contracté avec la COVID, puis sont arrivés avec. Puis, pour d'autres qui ne l'ont pas contracté, bien,
ils ont été mis en quarantaine, mais ils ont quand même été en contact à leur arrivée avec l'employeur ou avec la direction des ressources humaines, en tout cas avec notre agent d'intégration. Donc, ces gens-là, je vais vous dire que nous autres, on a vécu un épisode au cours de l'été, là, où, effectivement, on a tout de suite mis notre agente en retrait. Puis elle a dû attendre parce que la santé publique a dit on va tester les travailleurs avant de tester ceux qui ont été en contact, même à distance, avec masque et tout ça. Donc, ils ont été testés par la suite, puis heureusement, ils ont été testés négatifs. Bon, on a eu une petite fausse, je vais vous dire. Je comprends. Oui. Mais depuis ces épisodes-là, j'imagine que c'est doublement vérifié, quarantaine et tout ça. Toutes les précautions sont prises. Oui, oui. Elles étaient, d'ailleurs, ces gens-là, quand ils sont arrivés, ils étaient déjà en quarantaine. L'employeur, tu sais, c'était un petit nombre de personnes, vraiment les personnes qui devaient être en service à ces personnes-là qui les voyaient, mais elle les voyait à distance, avec masque, évidemment, on lave les mains, tout ça. Donc, tout était respecté, mais écoutez, vous l'avez vu, c'est une maladie là, qui évolue. On a des informations nouvelles de jour en jour. Même, c'est les spécialistes de la médecine aussi qui disent qu'ils en apprennent aussi depuis le début. Ils ont appris beaucoup de choses sur cette maladie-là. Alors, c'est ça. Depuis le début, je dirais qu'on n'a pas manqué en termes de sécurité. Nos gestes ont toujours été en conséquence. Par contre, il y a des craintes qui sont normales. Oui. C'est humain, hein, c'est ça. On fait un petit peu d'anxiété par rapport à ça. Puis moi, je le vois aussi avec la deuxième vague qui arrive, là, parce que la région est un petit peu plus touchée. Puis là, je l'ai vu avec mon équipe cette semaine. Là, moi, j'ai resserré encore là, les règles là, par rapport à comment se comporter. Parce que dans notre travail, on fait un travail d'attraction aussi. On fait des séjours exploratoires avec les gens qui sont intéressés par la région, qui nous viennent d'ailleurs au Québec, beaucoup de Montréal, parce que la majorité des personnes immigrantes sont à Montréal. Et puis là-dessus aussi, là, on a resserré. De toute façon, les employeurs font actuellement beaucoup d'entrevues aussi en visio. Donc, on peut les accompagner là-dedans aussi pour vendre notre région. Puis, il y a des séjours qui se sont faits, là, des séjours exploratoires, mais à distance, dans 2 voitures, avec masque et tout ça, là, c'est quelque chose. Mais les gens, ils sont contents quand même de découvrir la région. Donc, vos services sont loin d'être ralentis, en fait. Ils ont évolué et sont plus que jamais essentiels. Absolument. Puis nous, on n'a pas chômé, c'est ça. Tout le monde s'est mis aussi en télétravail. Et puis, j'ai envie de dire que ça a eu un effet quand même très positif aussi sur l'équipe. L'équipe, on dirait dans des moments comme ça, c'est encore plus resserré. La communication est vraiment optimale. Puis les gens sont enthousiastes. C'est parce que ça a amené aussi, évidemment, ça nous force tous à être plus créatifs, à inventer. Vous savez, quand notre travail, entre autres, je pense aussi aux agentes de migration Place aux Jeunes, qui doivent vendre la région, on est en compétition avec toutes les autres régions aussi du Québec, bien, les séjours exploratoires, ils sont importants et tout ça. Donc, il a fallu aussi qu'elles puissent, réinventer des façons d'aller chercher ces personnes-là ou de créer des activités ici lorsqu'elles arrivent. On a toujours des activités d'accueil. On a tout fait ça en visio, encore une fois, mais ça a fonctionné, là, ça fonctionne, puis les gens apprécient énormément. Bon, bien, super. Vous faites un bon travail, mais est-ce que les gens continuent quand même d'être intéressés par la région? Et il y a des gens qui continuent d'arriver, même s'il y en a moins, là, étant donné tout ce qu'on vient de mentionner. Oui. Mais il y en a encore qui peuvent venir travailler ici. Et d'ailleurs, on invite les employeurs peut-être à entrer en contact avec vous s'ils ont des besoins. Absolument. Alors, ils n'ont qu'à contacter Porte ouverte sur le lac. C'est www.porteouvertesurlelac.org. Il n'y a aucun problème. Les numéros de téléphone sont là. Notre agent de liaison, c'est l'entreprise Elliott Lapointe. Je pense qu'il y en a plusieurs qui le connaissent dans la région. Donc, il est là aussi pour vous épauler. Et comme vous le disiez, oui, il y a peut-être eu une diminution du côté des personnes immigrantes
pour les raisons qu'on s'explique, là, bien évidemment. Mais du côté du programme Place aux jeunes en région, qui s'adresse à des diplômés de 18 à 35 ans, bien écoutez, là, on bat des records et les statistiques nous le démontrent. Donc, dans les cibles qui nous sont en fait adressées par le programme national annuellement, bien, en 6 mois, on a atteint nos cibles. Alors, vous vous rendez compte que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que, bon, non seulement il y a l'effet peut-être de réflexion que ça a déclenché chez certaines jeunes familles, c'est beaucoup des jeunes familles, autant de Montréal ou de Québec, donc avec le goût de revenir en région ou même d'épouser une nouvelle région, ça peut être ça. Et il y a là aussi l'effet, puis j'insiste là-dessus, parce que notamment, tu sais, on est à la télé du Haut-du-Lac. Dans le Haut-du-Lac, c'est pas pour rien qu'on s'est donné une stratégie de main-d'œuvre spécifique. C'est parce que c'est plus difficile d'attirer des gens ici que dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est, au Saguenay, où les bilans migratoires sont plus positifs que les nôtres. Notre bilan migratoire, il est bas. Donc, il était la négative. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille avec la stratégie depuis 2 ans, qui va avoir 2 ans, le 9 octobre prochain. Et donc, on s'est donné une stratégie numérique. On a investi dans une stratégie numérique spécifique au Haut-du-Lac, comme on dit, pour faire en sorte qu'on puisse mettre en valeur le Haut-du-Lac puis les emplois, les bons emplois qu'il y a ici aussi. Et puis là, bien, on voit que, moi, je pense qu'il y a un amalgame de tout ça et qui fait en sorte que là, bien, écoutez, ça, c'est une statistique extraordinaire, là. On est content, là, au bureau. C'est sûr, c'est-à-dire les efforts payent et ça porte fruit vos stratégies. Puis, exactement. C'est le fun de vous suivre aussi, là. D'ailleurs, on invite les gens à suivre vos médias sociaux, là. C'est vrai qu'il y a une très belle stratégie qui est mise en place, puis ça nous rend fiers de travailler dans le Haut-du-Lac. Oui, absolument. C'est tellement beau. Les gens sont tellement accueillants, chaleureux, bien, c'est ça, on le dit. Puis ensuite, il y a tout l'avantage autour du coût de la vie aussi d'ici. Je dirais le milieu de vie sécuritaire, c'est tout ça. Puis pour les gens qui reviennent ici, qui ont le désir de revenir ici, bien, c'est souvent ça aussi qu'ils évoquent. Super. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite que ça se passe bien pour la suite des choses. Très bien parti, en tout cas. Puis merci d'offrir ces services tellement essentiels-là. Et voilà qui conclut notre bulletin pour cette semaine. Pour plus d'informations locales, consultez notre page Facebook.